Hello tout le monde. Donc, on va continuer avec le système digestif et cette fois-ci, on va voir la vésicule biliaire, le pancréas. On va voir une autre chose qui s'appelle régulation de la sécrétion de bile et de sucre pancréatique dans l'intestin grêle. Et puis, ce sera terminé. Et ça, on aura une autre vidéo pour le reste qui parlera de l'intestin grêle. OK? Donc, on y va pour la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est une poche musculeuse à parois minces qui semble verte lorsqu'elle est remplie de bile. À peu près de la taille d'un kiwi, environ 10 centimètres, elle est logée dans une fossette peu profonde de la face inférieure du foie. Son fondus arrondi, c'est-à-dire que le fond, dépasse le bord inférieur du foie. On se rappelle lorsqu'on avait vu le schéma. La vésicule biliaire emmagasine la bile qui n'est pas immédiatement nécessaire à la digestion et la concentre en absorbant une partie de son eau et de ses ions, à l'exception du calcium. Lorsqu'elle est vide, la vésicule biliaire, lorsqu'elle est vide, sa muqueuse forme des replis en nid d'abeille qui, à l'instar des plis gastriques, permettent à l'organe de prendre du volume en se remplissant. Les muscles de sa paroi se contractent pour expulser la bile dans le conduit cystique. La bile se déverse ensuite dans le conduit cholédoque. La vésicule biliaire, comme la plus grande partie du foie, est recouverte de péritoine viscérale. Et on a fini pour la vésicule. Il va pour le pancréas. Le pancréas joue un rôle important dans la digestion parce qu'il produit des enzymes qui dégrade tous les types de substances présentes dans les aliments. Cette glande mixte, c'est-à-dire à la fois endocrine et exocrine, cette glande mixte à texture lisse et en forme de tétard, tétard c'est quoi? La larve de crapaud, s'étend d'un côté à l'autre de l'abdomen, ok? De la queue appuyée sur la rate à la tête entourée par le duodénum. La majeure partie du pancréas est rétropéritonéale et se trouve derrière la grande courbure de l'estomac. Rétropéritonéale, il n'est pas dans la cavité péritonéale. Le pancréas comporte une partie exocrine et une partie endocrine, c'est ce qui fait de lui une glande mixte. Sa partie exocrine produit le sucre pancréatique composé des éléments suivants. Acinus, hein, les acinus sont des amas de cellules, ça, acinus sont des amas de cellules sécrétisses qui produisent le composant riche en enzymes de sucre pancréatique. Ces cellules regorgent de réticulum endoplasmique rugueux et renferment de grains de zymogène, ok, de zumé, qui veut dire ferment, et génosnaissance, qui prennent une teinte plus foncée à la coloration et contiennent les enzymes digestives inactives, c'est-à-dire les pro-enzymes qu'elles fabriquent, heureusement. Parce que si le pancréas fabriquait les enzymes, enzymes à manger pancréas. Conduit. Un système de conduit transporte les sécrétions des cellules acineuses. De plus, les cellules épithéliales des plus petits de ces conduits sécrètent l'eau qui constitue la majeure partie du sucre pancréatique, ainsi que du bicarbonate qui rend la sécrétion alcaline, alors que la sécrétion pancréatique était acide. OK? Donc, dispersés parmi les acidus, on trouve les îlots pancréatiques au lit îlots de Langerhans qui se colorent légèrement. Ces glandes endocrines miniatures libèrent plusieurs hormones comme l'insuline et le glucagon qui jouent un rôle essentiel dans le métabolisme des glucides. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on dit à la figure 23-26. Là-dedans, on est supposé voir les acidus, les conduits, on est supposé voir les asinus et les conduits. On va voir. Donc, c'est 23-26. Est-ce que nous bien en 23-26? Oui, 23-26, voilà. OK, structure du tissu protecteur d'enzymes du pancréas. Ah, c'est ici, c'est une illustration.
A. Illustration de Nasinus, unité sécrétrice. Les régions apicales des cellules sont abondamment pourvues de grains de zymogène. Ça, ici. OK? Donc, ça, apical, c'est le sommet. Apex, là, c'est la base. C'est acineuse qui va sécréter les enzymes. OK? Et ils ont beaucoup de réticulum endoplasmique rugueux. OK? Donc, on a dit que avoir un pourvu de grains de zymogène, comme les enzymes, et un réticulum endoplasmique rugueux plus foncé, ce qui est normal pour les cellules des glandes qui produisent une grande quantité de protéines destinées à l'exportation. Et de ce côté-là, nous avons une photomitographie. Photomicrographie du tissu acineux pancréatique qu'on voit ici avec les cellules acineuses et les conduits. On voit bien que nous avons des cellules et un conduit. Un exemple, petit conduit. OK? Et les cellules du conduit elles-mêmes vont sécréter du bicarbonate et de l'eau. OK? Donc, on va le tourner dans l'autre partie, pour y a. OK, maintenant on continue avec les compositions du sucre, avec la composition du sucre pancréatique. De quoi il est fait, ce fameux sucre pancréatique? Le pancréas se produit chaque jour 1200 à 1500 millilitres de sucre pancréatique clair, principalement composé d'eau et contenant des enzymes et des électrolytes. Et parmi les électrolytes, on retrouve notre fameux ion bicarbonate. Le pH élevé du sucre pancréatique, si élevé, ça veut dire quoi? Il est acide ou il est basique? Donc, le pH élevé du sucre pancréatique permet de neutraliser le chyme acide qui arrive dans le duodénum. De plus, il crée un milieu optimal pour l'activité des enzymes intestinales et pancréatiques. Les enzymes pancréatiques comprennent les protéases pour la digestion des protéines, l'amylase pancréatique pour la digestion de l'amidon, la lipase pour la digestion des lipides et les nucléases pour la digestion des acides nucléiques. OK? Et donc on a fini pour le sucre pancréatique. Non. Tout comme la pepsine de l'estomac, les protéases pancréatiques, enzymes protéolytiques, sont produites et libérées sous forme inactive. Sinon, il t'a tout mangé pancréas. OK? Et sont ensuite activées dans le duodénum, lieu de leur inaction. Ce mécanisme protège le pancréas contre l'autodigestion. Par exemple, dans le duodénum, le trypsinogène est activé en trypsine par l'entéropeptidase, auparavant appelée entérokinase, une protéase de la bordure ambrose des entérocytes de l'intestin. La trypsine active à son tour plus de trypsinogène et deux autres protéases pancréatiques, la procarbopeptidase et la la chymotrypsinogène qu'elle transforme respectivement en carboxypeptidase et chymotrypsine. Ouais. OK? Bon. On va voir la régulation de la sécrétion du pancréas, mais avant ça, on va avoir un petit truc en clinique, OK, que nous dépassons sous les, qui est justement les calculs biliaires. OK? La bile est le principal véhicule d'expression du cholestérol de l'organisme. Et ce sont les sels biliaires qui maintiennent le cholestérol en solution dans celle-ci. Lorsque le cholestérol se trouve en trop grande quantité ou les sels biliaires en quantité insuffisante, le cholestérol peut se cristalliser et former des calculs biliaires. Ces calculs peuvent empêcher la bile de sortir de la vésicule biliaire, un état appelé cholélithiase. Lithiase, ce sont les calculs. Lithiase. Les morceaux de pierre. Quand la vésicule biliaire ou son conduit se contracte, ces cristaux pointus provoquent une douleur intense qui irradie dans la région thoracique droite. L'obstruction du conduit cholédoque
empêche l'arrivée des, empêche l'arrivée et des sels biliaires et des pigments biliaires dans l'intestin. Les pigments biliaires s'accumulent alors dans les gros puis les petits canaux biliaires et enfin dans les canalicules. Ils passent alors dans le sang et ensuite dans la peau qui prend une coloration jaune, tout comme la sclère. La sclère, c'est la partie blanche de l'œil. Cet état est appelé ictère ou jaunisse. Il peut être dû à l'obstruction des conduits, ictère par obstruction, mais peut être aussi le signe d'une maladie du foie, celui-ci n'étant plus en mesure d'assurer ses fonctions métaboliques normales. Près de 60% des nouveau-nés à terme présentent un ictère qui disparaît souvent à l'intérieur de mois dès que le foie commencera à mieux métaboliser la bilirubine. On peut traiter les calculs à l'aide de médicaments qui dissolvent les cristaux, les réduire en poudre au moyen d'ultrasons, ce qu'on appelle la lithotripsie, les désintégrer à l'aide de rayons laser ou recourir à l'ablation chirurgicale de la vésicule biliaire, ce qu'on appelle la cholécystectomie. Ectomie veut dire ablation, qui est le traitement classique. Quand on enlève la vésicule biliaire, le conduit cholédoque s'élargit pour jouer le rôle de réservoir de bile. Il est facile de diagnostiquer des calculs biliaires parce qu'ils sont parfaitement visibles à l'échographie. Donc, maintenant, on va retourner pour voir l'autre partie qui est régulation de la sécrétion de bile et du sucre pancréatique dans l'intestin grêle. Et- OK. OK, maintenant on va voir la régulation de la sécrétion de bile et de sucre pancréatique dans l'intestin grêle. Bon, on va voir les conduits, et c'est le 23-28, 23-27, c'était quoi encore? Ah bon, c'est l'activation avec les coenzymes. Ouais. Donc, anatomie des conduits. Le conduit cholédoque qui apporte la bile du foie. On se rappelle, le conduit cholédoque, c'était l'union du canal biliaire et du canal cystique. Voilà. Donc, le conduit cholédoque qui apporte la bile du foie et le conduit pancréatique qui achemine le sucre pancréatique en provenance du pancréas se rejoignent dans la paroi du duodénum, le premier segment de l'intestin grêle. À cet endroit, il forme un enflement appelé ampoule hépatopancréatique ou encore appelé l'ampoule de Vater en raison de sa forme. Cette ampoule s'ouvre dans le duodénum par la papille duodénale majeure ou la grande caroncule en forme de volcan. L'écoulement de la bile et du sucre pancréatique est régulé par le muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique ou sphincter d'Oddi. Un canal pancréatique accessoire plus petit se déverse directement dans le duodénum tout près du canal principal. Et on a dit qu'il faut voir la figure 23-28. Et que c'est là que la... OK? Donc, on voit bien, OK, le conduit cystique avec le conduit hépatique commun qui vont former le conduit cholédoque qui va venir s'unir avec le conduit pancréatique principal et venir dans la première partie du duodénum et donner la papille duodénale. Il y a un autre conduit plus petit. OK? D'accord. Donc ça, je crois qu'on va revenir en arrière. Oh, non? Ouais. OK. Oui, voilà. Oui. Donc, on va retourner côté N. OK? Maintenant, régulation des sécrétions biliaires et pancréatiques. Les hormones et les stimulus nerveux régulent à la fois la sécrétion de bile et de sucre pancréatique et leur libération dans l'intestin grêle. Les hormones comprennent deux entérogastrones que vous connaissez déjà, qui est la cholécystokinine et la sécrétine qu'on avait vu dans le déclenchement de la sécrétion de l'estomac.
OK? La figure 23-29 résume les mécanismes hormonaux et nerveux qui contrôlent ces activités. Les sels biliaires eux-mêmes constituent le principal stimulus de l'augmentation de la sécrétion biliaire. Lors de repas riches en lipides, on mange des fritailles, des cochons et tout, bah, ça va, bah, question, est ingéré et que le cycle antirépatique retourne de grandes quantités de sel biliaire au foie, le taux de sécrétion biliaire de ce dernier s'élève de façon marquée. La sécrétine stimule les hépatocytes qui se mettent à sécréter la bile. En dehors des périodes de digestion proprement dite, le muscle sphincter de l'ampoule hépato-pancréatique est fermé. C'est la partie qui arrive dans le duodénum. Et la bile produite reflue dans le conduit cystique et dans la vésicule biliaire où elle est stockée jusqu'à ce qu'elle devienne nécessaire. Le foie produit de la bile de façon continue, mais celle-ci n'entre généralement dans l'intestin grêle que lorsque la vésicule biliaire se contracte. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à voir la figure 23-29 pour clore la partie de ce chapitre, qui était le 23.7. Donc, on parle des mécanismes favorisant la sécrétion et la libération de la bile et du sucre pancréatique. On commence avec un. Là, un, les cellules entéro-endocrines duodénales, OK, sécrètent la CCK et la sécrétine. Les protéines et les graisses contenues dans le chyme stimulent la libération de la CCK. Le chyme acide stimule la libération de la sécrétine. CCK et sécrétine entrent dans la circulation et provoquent 4 événements qui suivent de 2 à 5. Premier événement, sécrétion gastrique, on a vu ça déjà. La CCK stimule la sécrétion du sucre pancréatique. Ah, ou sécrétion pancréatique. La CCK stimule la sécrétion du sucre pancréatique riche en enzymes par les cellules acineuses, on avait vu. La sécrétine stimule la sécrétion du sucre pancréatique riche en bicarbonate par les cellules du conduit. On avait vu qu'on avait vu les cellules acineuses, les cellules du conduit qui vont sécréter ça. Le nerf vague achemine une faible stimulation pendant les phases céphaliques et gastriques. Là, c'est 2. 3. Sécrétion de la bile par le foie, les sels biliaires remis en circulation par le cycle entéro-hépatique sont le stimulus le plus puissant de la sécrétion biliaire. La sécrétine en est un stimulus mineur. 4. Contraction de la vésicule biliaire. La CCK provoque une contraction de la vésicule biliaire, le nerf vague, stimule légèrement la contraction de la vésicule biliaire pendant les phases céphaliques et gastriques. Et en fin de compte, 5. Relaxation du sphincter. Les sphincters, on se rappelle, sont des muscles qui sont toujours contractés, qui sont toujours fermés. Lorsqu'ils se relâchent, ils s'ouvrent. Donc la CCK provoque le relâchement du sphincter hépato-pancréatique. La bile et le sucre pancréatique entrent dans le duodénum. Et voilà, c'est fini pour cette partie. Donc la prochaine vidéo verra l'intestin grêle est le principal lieu de la digestion et de l'absorption. Au revoir tout le monde et à la prochaine vidéo.